Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver avec un nouveau format. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon VIE en tant que RH au Canada et vous donner quelques conseils pour pouvoir maximiser vos chances de trouver le vôtre. Donc si vous êtes intéressé et que vous êtes à la recherche d'un VIE ou d'une expérience à l'étranger, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Petit disclaimer, tout ce que je vais raconter dans cette vidéo s'applique à mon vécu et à mon contexte. Et donc ce sera différent forcément d'une personne à une autre, mais j'espère quand même que ça pourra vous aider. Pour ceux qui ne savent pas, le VIE ou Volontariat International en entreprise est un dispositif qui permet aux jeunes, donc soit de nationalité française, soit ressortissants de l'EE, âgés entre 18 et 28 ans, de partir à l'étranger, effectuer une mission dans une entreprise française. C'est un contrat de mission qui dure entre 6 et 24 mois. Vous avez également la variante VIA, donc pour les administrations publiques à l'étranger, qui est également intéressante et qui est en fait le même type de contrat, mais moi pour le coup je peux pas trop en parler parce que je ne suis pas en VIA mais bien en VIE. Les VIA et les VIE sont en tout cas gérés et administrés par un organisme public qui s'appelle Business France. Ce sont des contrats de mission de 6 à 24 mois avec une indemnité fixe et non pas un salaire qui est défini par Business France et je crois revu trimestriellement en fonction du pays d'affiliation, donc du pays dans lequel vous partez. C'est un contrat ultra avantageux qui permet de travailler et d'acquérir une expérience à l'étranger sans en fait perdre tous vos avantages français. Donc VIE ou VIA, légalement, vous n'êtes pas rattaché à l'entreprise ou au pays, vous êtes vraiment rattaché à l'ambassade française du pays, ce qui vous permet quand même de garder une certaine sécurité en cas de problème, on ne sait jamais. Vous avez d'autres avantages comme vos billets d'avion qui sont payés, donc aller et retour. Vos bagages également qui sont pris en charge d'une façon ou d'une autre et vous avez 30 jours de congés payés, vous ne payez pas d'impôts et j'en passe. Je vous laisse vous renseigner pour plus d'informations, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui permettent de vous expliquer vraiment en détail ce qu'est le VIE et le VIA. Vous pouvez également regarder directement sur le site de Business France. Avant de commencer et vous partager les différents conseils que j'ai préparés pour vous, je voulais quand même vous parler un peu du contexte dans lequel j'ai trouvé mon VIE et pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de mon parcours, de mes envies, mes déceptions, blablabla, parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que j'ai toujours voulu vivre et travailler à l'étranger, donc depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai été en alternance pendant 3 ans. J'ai commencé mes recherches de VIE activement, c'est-à-dire à postuler, à passer des entretiens à partir de janvier 2024, en sachant que mon alternance du coup finissait en septembre 2024. Ça fait maintenant 6 mois que je suis en VIE au Canada, à Toronto, et j'ai eu le temps d'introspecter et j'ai vraiment envie de vous partager ces 10 conseils clés pour trouver un VIE qui j'espère pourront vous aider à en trouver un. Passons à la première partie de cette vidéo qui est où et comment trouver un VIE. Déjà c'est la base pour ma part et comme je dirais 90% des VIE, j'ai été sur CVWeb. Je vous mettrai le lien en description. Donc du coup CVWeb c'est le site de Business France pour trouver vos offres de VIE. Connectez-vous quotidiennement à ce site, soyez les premiers à postuler, checkez les nouvelles offres, abonnez-vous à la newsletter, participez aussi à leurs différents événements qui sont tous liés en fait au VIE et comment trouver un VIE, même si des fois, on peut penser que les événements ne sont pas forcément intéressants. Sachez qu'ils permettent quand même d'améliorer votre connaissance et aussi de vous faire du réseau, ce qui est le plus important. Deuxième façon de trouver un VIE, le réseautage et LinkedIn. Donc, pareil, vous pouvez trouver vos offres directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi contacter sur LinkedIn des personnes, par exemple, de l'entreprise que vous visez, du pays que vous visez ou des anciens VIE ou des VIE en poste. C'est d'ailleurs très apprécié. Je pense que c'est important aussi pour vous de comprendre leur démarche, d'avoir d'autres points de vue, savoir comment ils ont réussi à avoir ce VIE-là. Et troisième façon, qui est quand même un peu plus compliquée sans mentir, mais qui est possible, c'est de vous-même contacter, par exemple, si vous êtes déjà dans une entreprise en alternance, une petite compagnie par exemple, qui n'a jamais fait de VIE, c'est de vous-même contacter une entreprise, de proposer votre CV et de proposer votre projet de départ en VIE. Sachez qu'il existe sur VIE, peut-être que sur Business France, une page dédiée pour expliquer ce qu'est le VIE, car il y a aussi des avantages pour les entreprises. Petit rappel qui me semble important à ce stade de la vidéo, certaines offres sont publiées par contrainte légale en fait sur le site CVWeb, parce qu'ils sont obligés de les publier en tant que recruteurs, mais sont déjà en fait pourvus en interne. Ils sont quand même tenus en fait de passer des entretiens avec des personnes externes, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à passer plusieurs entretiens,
pour une entreprise qui finalement sait déjà qu'elle ne va pas vous prendre. Je sais que c'est décourageant, je sais que c'est déprimant. Je suis moi-même passée par là à plusieurs reprises, mais sachez que c'est une possibilité. C'est pour ça que je préfère quand même le mentionner dans cette vidéo. J'ai participé à 10 ou 12 entretiens VIE entre janvier et septembre afin de trouver enfin une entreprise qui m'offrirait cette opportunité. Donc voilà, ça prend du temps. Soyons honnêtes, certaines personnes vont être acceptées directement, et tant mieux pour elles. Mais d'autres personnes ne vont malheureusement jamais être acceptées. Comme pour tout, vous ne pouvez pas influencer ce qui est hors de votre contrôle, mais vous pouvez déjà essayer d'améliorer ce que vous pouvez, on va dire, toucher, ce que vous pouvez améliorer et toucher certains leviers pour maximiser vos chances. Patience et persévérance seront vos maîtres mots dans cette recherche, je peux vous le jurer. Mais c'est pas impossible, regardez. Bon allez, trêve de bavardage, assez parlé du contexte et de ce qu'est les VIE, où les trouver. Maintenant passons à notre autre point qui sont donc les 10 conseils clés pour trouver un VIE. Premier point, l'alignement. Je sais que ça peut sembler un petit peu gnangnan, mais je vous assure que c'est le point le plus important. Prenez vraiment le temps après cette vidéo de vous poser, de réfléchir à d'où vous venez, où vous êtes et ce que vous voulez. C'est vraiment hyper important. Essayez de poser aussi vos limites. C'est la première étape pour ce grand projet qui est peut-être le vôtre. Prenez le temps, posez-vous, pensez à vous, soyez égoïste et réfléchissez pourquoi vous voulez partir, dans quel secteur, dans quel type d'entreprise, quel type de manager, à quel poste, dans quel pays, dans quel secteur. Et une fois que vous avez fait ça, posez-vous la question. Quel compromis êtes-vous prêt à faire et quel compromis vous n'êtes absolument pas prêt à faire et vous n'avez pas du tout envie de faire. C'est une étape qui est importante pour vous, mais qui est aussi importante pour le recruteur, dans le sens où cette étape va vous permettre de préparer votre personal branding, qui est donc comment vous vous vendez à votre employeur. Elle vous aidera également à poser vos limites et à éviter certains problèmes, par exemple être déçu lors de votre prise de poste ou voilà, certains problèmes aussi psychologiques lorsqu'on est loin de sa famille, si on n'a pas bien réfléchi à la chose ou si on n'est pas sur un poste qui nous intéresse. Je vais vous donner du coup des exemples concrets de facteurs pour moi qui étaient non négociables. Le premier facteur du coup c'était la zone géographique. Pour moi c'était impossible d'être en Europe. J'avais pas du tout envie de partir à côté de la France, donc pour moi c'était hors Europe ou rien. Et le deuxième facteur que j'avais en tête, c'était, vu que je suis en ressources humaines, d'éviter en tout cas les postes en recrutement, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont spécialisés en recrutement et c'est pas ce que je voulais faire de par mon parcours et mes envies professionnelles perso. Gardez en tête que plus vous cherchez des choses spécifiques, des attentes particulières, et plus la recherche risque d'être longue. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on n'a qu'un seul contrat VIE dans sa vie, donc il faut quand même bien choisir et être sûr de ce qu'on fait. Une fois que vous allez être aligné vraiment avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas surtout, vous allez faire du coup une petite recherche sur CV Web et vous allez commencer à postuler. C'est la première étape. Au niveau du nombre de candidatures, alors personnellement, j'ai tendance à dire que c'est pour des postes de type CDD, CDI, alternance en France, de vraiment restreindre ces candidatures à des postes, des entreprises qui vous intéressent réellement et qui rentrent à 100% dans vos limites, parce qu'il y a quand même plus d'offres et que voilà, on est là, je veux dire, autant restreindre et être vraiment focalisé sur une seule entreprise ou un seul poste qui vous intéresse énormément. Par contre, pour les VIE, étant donné que c'est extrêmement compétitif et que c'est très compliqué de trouver quelque chose et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, et encore plus cette année, apparemment ça a encore plus baissé, je vous invite à rester ouvert d'esprit et des fois, en gros, pondérer vos limites, vos facteurs limitants. Par exemple, moi, mon premier critère qui était hors Europe, ça je m'y suis vraiment tenue parce que c'était pour moi un point non négociable, donc j'ai passé et j'ai refusé des entretiens en Europe. Par contre, le second critère qui était, comme je vous disais, les postes en recrutement, j'ai dû en fait, je me suis rendu compte que j'ai quand même dû faire des efforts et passer des entretiens pour des postes de recrutement. Voilà, donc il faut savoir en fait sur quels critères exactement vous êtes prêt à, on va dire, baisser un petit peu vos standards, même si encore une fois on reste dans les limites. Pour les CV, je vous apprends rien, prenez soin du fond et de la forme, c'est extrêmement important. C'est la première chose que les recruteurs voient de vous. Je me comprends. Pas besoin d'avoir un format transcendant, un CV transcendant. Ne mentez pas dans vos CV, c'est le plus important aussi. Mais voilà, et vérifiez aussi en fonction des pays, parce que dans certains pays, il y a des formats attendus ou des critères qui sont attendus. En Amérique du Nord, par exemple, on ne met pas de photos.
Et c'est un CV assez classique, on va dire, sans vraiment de couleur, etc. Tandis que par exemple au Japon ou en Chine, je sais qu'on télécharge directement des formats en fait de CV qui sont légaux et que vous pouvez trouver officiellement directement en ligne. Autre conseil pour le CV, au-delà de prendre soin de la forme et du fond, c'est quand même très important, ne vous contentez pas seulement de mentionner vos tâches. Ce qui intéresse le recruteur et qui peut vraiment faire la différence, c'est d'expliquer tout le contexte environnant. Donc voilà, vous n'êtes pas seulement là pour faire les to-do list, quelles sont vos parties prenantes internes et externes, de combien de personnes est composée votre équipe ou vos clients, quel était votre budget, quel type de structure c'était, un centre R&D, un siège social, voilà, que sais-je. Essayez également de garder une certaine cohérence dans votre CV, ou en tout cas qu'il y ait un lien entre les différents points clés que vous avez mis en avant. Évitez aussi si possible les trous dans la raquette, ou s'il y en a, expliquez pourquoi vous avez fait ce choix-là à ce moment-là. Et voilà, en fait, à partir du moment où c'est logique, le recruteur comprendra. Pour la lettre de motivation, il existe différentes écoles en ressources humaines, donc ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Moi personnellement, en tant qu'RH, je ne postule jamais avec de lettre de motivation, mais je pense que c'est assez personnel, je sais que plus c'est mieux que moins. Donc si vous voulez faire une lettre de motivation, faites-le en sachant que en faisant ces lettres de motivation là, vous permettez des fois en fait, au recruteur de choisir entre deux profils. S'il hésite entre ces deux profils-là, il va aller voir la lettre de motivation, simplement. Mais s'il n'hésite pas, il va juste prendre les CV comme ils viennent. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment faire une lettre de motivation parce que c'est pas le but de cette vidéo et que ça pourrait durer vraiment longtemps. Il y a pareil, encore une fois, des ressources sur internet qui peuvent vraiment vous aiguiller. Mais ouais, sachez que c'est important, en tout cas, si vous voulez faire une lettre de motivation, qu'elle soit bien faite, sinon n'en faites pas, ça sert à rien. Troisième conseil, relancez. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent des retours après avoir envoyé leur CV. Pour moi, en tout cas, personnellement, il n'y a aucune honte à relancer le recruteur, tant que ça c'est dans la limite du raisonnable, tant que ce n'est pas du harcèlement. Alors, essayez de vous retenir au maximum une relance une fois par semaine, pas plus, parce que sinon c'est vrai que ça commence à être un peu too much. Petit conseil bonus, une fois que vous avez passé votre entretien, n'hésitez pas à relancer encore une fois ce que j'appelle les 3R plus 1. Remercier pour l'entretien, résumer ce qui a été dit lors de l'entretien. Donc, quand je parle de ce qui a été dit, pas parler des points qui ne sont pas importants. On parle vraiment, on se focalise sur les points qui ont vraiment du sens et qui sont les plus forts. Et ensuite, on radote, c'est-à-dire qu'on réexplique pourquoi est-ce que notre candidature, c'est la bonne candidature. C'est extrêmement important. Essayez de faire quelque chose de concis, rapide à lire avec des bullet points, juste histoire de dire que voilà, vous avez retenu quelque chose de cet entretien. Ce que j'appelle le plus 1, le dernier R, c'est relancer après les entretiens. Ça arrive que le recruteur, en fait, du coup, il a d'autres entretiens avec d'autres personnes. Pour moi, il n'y a aucune honte aussi à relancer, à expliquer que vous avez aussi des contraintes si vous en avez. Ça sert à rien de mentir. Personnellement, je dis ne mentez pas au recruteur, j'ai moi-même été recruteuse et c'est pas très très agréable. Encore une fois, ça montre bien que plus c'est mieux que moins. Sachez que j'ai déjà été refusée à un entretien, j'ai déjà perdu un poste à cause de ça parce que j'avais pas relancé après l'entretien. C'était dans une ancienne alternance en interne. Donc voilà, essayez aussi de penser à ces petites choses qui font que vous gagnez plus de points qu'une autre personne. Quatrième point, anticiper et postuler dès que possible. Les processus peuvent être hyper longs pour avoir un VIE, donc que ce soit pour passer les entretiens, pour la prise de décision, mais aussi pour toute la partie du visa, les étapes de déménagement, etc. Donc postuler le plus tôt possible, ça reste le mieux pour vous. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai commencé à postuler en janvier, mais j'ai eu les entretiens pour ce VIE-là en fin août. J'ai passé un premier entretien avec la RH, après un entretien avec la manager et un troisième entretien avec la big boss, la VP d'Amérique du Nord. Et donc tout ça s'est fait en 3 semaines, ce qui est quand même assez rapide pour un VIE, mais encore une fois, ça dépend des entreprises. Donc vous ne pouvez pas vraiment anticiper ça dépend vraiment de l'entreprise et des personnes sur lesquelles vous tombez. Du coup voilà, j'ai passé en août, j'ai eu l'acceptation en début septembre, ce qui était assez rapide, et après je ne suis partie qu'en janvier, le temps en fait d'avoir tous mes papiers, les visas et tout le reste. Donc voilà, c'est assez long. De mon expérience, pour avoir commencé à faire les entretiens à partir de janvier, c'était beaucoup trop tôt, mais je pense avec du recul que c'était un mal pour un bien, dans le sens où j'ai pu passer quand même beaucoup d'entretiens de VIE, j'ai eu beaucoup de retours, ça m'a permis de me préparer en fait, de m'améliorer
améliorer simplement pour les entretiens de ce VIE que j'ai obtenu. Ce point, attention, est à double tranchant parce que ça peut être très décourageant et très très démotivant de vous faire recaler simplement à tous les entretiens que vous passez. Donc au bout d'un moment, vous pouvez vous remettre en question, mais qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Est-ce que mon CV n'est pas assez bien? Etc. Donc là pareil, je sais que ça dépend des caractères, faites juste attention en fonction de ce que comment vous réagissez, comme vous connaissez mieux. Je sais que ça peut être assez démotivant. Je dirais, il faut être prêt à ne pas être pris, mais à tirer profit vraiment de ces entretiens-là comme un axe d'amélioration pour vos prochains entretiens. Et en fait, c'est vraiment, on persévère jusqu'à ce qu'on en ait un. 5e conseil, garder conscience. Je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait, il faut garder conscience, c'est-à-dire qu'il faut garder en tête qu'il y a un facteur chance, qu'il y a des choses que je pense qu'il faut garder en tête, il faut garder la conscience de plusieurs choses. Donc le facteur chance qui joue énormément, que ce soit déjà la recherche du poste, mais aussi après les entretiens et avec qui vous êtes en compétition, vous ne savez pas non plus. Donc le facteur chance qu'il faut garder en tête. Et il y a également d'autres choses, les points sur lesquels vous n'avez pas de contrôle dessus. Donc voilà, si l'entreprise elle recherche un profil qui est comme ça et que vous êtes comme ci, elle ne vous prendra pas et c'est comme ça. Les choses que vous ne pouvez pas maîtriser, mais aussi les choses que vous pouvez maîtriser. Celles-ci, focalisez-vous sur celles-ci plutôt. Et encore une fois, je rappelle qu'on ne veut pas gâcher notre unique chance de VIE dans une entreprise qui ne correspond pas à nos attentes, nos besoins et surtout nos limites. Conseil 6, ce point-là est très important. Travaillez votre personal branding. C'est hyper important. Je vais passer un peu de temps sur ça parce que je sais que c'est important pour tout le monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le personal branding? Le personal branding, c'est simplement un terme fancy pour décrire en fait la façon dont vous vous vendez à un recruteur, la façon dont vous vous présentez en tant que professionnel. Le personal branding, ça se construit, c'est pas inné, c'est vraiment comme si vous créiez un personnage professionnel qui n'est pas un mensonge, mais qui est, on va dire, un petit peu exagéré sur certains traits et en fait qui permet aux recruteurs de se sentir plus connecté à vous, de vous percevoir plus comme un professionnel compétent, plus établi aussi. Lorsque vous créez votre personal branding, vous créez une image de vous-même, une image de vous en tant que professionnel. Donc tout, et cela en fait ça englobe tout. Je parle de professionnel, mais en fait ça englobe tout. Donc vos activités du quotidien, vos clubs, vos associations, si vous avez des loisirs particuliers, tout ça, ça rentre aussi dans votre personal branding. Dans toute situation, même personnelle, vous pouvez trouver des compétences, des skills en fait qui vont vous être utiles pour le métier que vous visez, pour le poste que vous visez. Et franchement, là, je suis convaincue de ça. On peut toujours faire un lien parce que tout est question de narrative. Comment vous présentez le lien, comment vous présentez la chose en fonction de votre personne. Je vais vous donner un exemple assez concret. Vous faites partie d'un club de lecture. Ça fait de vous une personne qui est curieuse, qui aime découvrir de nouveaux sujets, qui a des deadlines à maintenir parce que du coup vous devez lire les livres à temps pour la prochaine séance. Ça vous permet aussi de mettre en avant le fait que vous êtes quelqu'un qui puisse présenter des idées, qui puisse présenter des sujets. Autre exemple, je ne sais pas si celui-ci va parler à tout le monde, mais c'est pour mettre en avant d'autres skills et compétences que vous pouvez aussi souligner. Imaginez vous animer des ciné-débats, par exemple pour une certaine communauté. Vous pouvez dire que voilà, vous êtes une personne qui vous investissez dans une communauté, que vous savez animer, que vous savez engager cette communauté dans des débats sur des sujets qui sont intéressants, qui sont importants pour la société. Vous devez vraiment adapter le sujet en fonction de votre audience. Donc il y a plein de sujets, en fait il y a plein de skills qui peuvent être remontés avec des choses finalement du quotidien. Donc essayez de réfléchir à ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez ce genre d'expérience, c'est extrêmement important. Et si c'est pas le cas, essayez de travailler dessus avant de postuler si c'est possible. Dans tous les cas, je pense qu'on peut quand même toujours trouver quelque chose, même si on n'a pas forcément fait des clubs ou quoi. Je pense qu'on a toujours des choses à dire, même en fonction de vos hobbies. Essayez de réfléchir à ça. Il y a plein de choses qui peuvent être remontées grâce à vos hobbies. L'objectif du personal branding, c'est de contrôler votre narrative et en fait d'asseoir votre crédibilité aux yeux du recruteur, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que personne. On va en revenir maintenant. Donc tout ça, ça me ramène à mon 7e conseil, qui est de bien travailler votre storytelling.
Le storytelling, il est lié vraiment très fortement au personal branding et surtout, c'est vraiment un outil, je dirais, qui est très 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 fort. Si vous arrivez à maîtriser le storytelling, vous pourrez facilement obtenir un poste. Attention cependant, parce que le storytelling ne commence pas que en entretien, le storytelling commence dès le CV. Il faut vraiment que le CV raconte votre histoire de storytelling et que votre explication lors d'un entretien soit liée à votre CV. En fait, il faut vraiment que ça ait du sens. Petit exemple de mon côté, je me suis vendue en tant que personne qui venait d'Ardèche, parce que c'est là d'où je suis née, et qui a toujours eu, en tout cas, qui a toujours voulu évoluer jusqu'à partir à l'étranger, que c'était vraiment mon rêve, mais ce n'est pas un mensonge, c'est vraiment on appuie sur les points qui sont vrais mais qui sont importants pour cette recherche de poste. Et j'ai également mis en avant le fait que voilà, j'étais très intéressée par le secteur de la pharmaceutique, de par mon expérience personnelle et voilà, et que du coup c'était pour moi très important, ça m'était cher d'avoir ce poste dans cette entreprise. De mon côté, je me suis décidée à utiliser cette technique seulement à mon dernier entretien pour mon VIE que j'ai obtenu, donc j'imagine qu'il y a un lien entre ça aussi, même s'il y a toujours un petit facteur chance, on va pas mentir. Je pense vraiment que ça peut changer la donne. 8e point. Lorsque le recruteur vous demande de vous présenter, présentez-vous déjà avec votre storytelling dans un premier temps et ensuite ajoutez à cela ce que je vais appeler 3 piliers valeurs en tant que professionnel. Ça sert à rien d'expliquer, je vais vous faire un exemple concret comme ça sera peut-être plus facile peut-être plus facile pour vous de comprendre. Bonjour, je m'appelle Maëva et j'ai grandi en Ardèche, entourée de vaches, de chèvres sauvages et d'une famille ouvrière qui m'a toujours transmis l'importance et le goût de l'effort, du travail bien fait. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu travailler et partir vivre à l'étranger. J'ai travaillé toute ma vie en fait pour atteindre ce but et c'est pour ça aujourd'hui que je postule pour un VIE dans votre entreprise. J'ai tout mis en ordre pour pouvoir atteindre cet objectif, que ce soit à travers mes différentes écoles, mais aussi mes différentes alternances. Je pense que nous pourrons revenir plus tard si vous le souhaitez. Je pense que vous aurez forcément des questions. On pourra revenir sur tout ce que j'ai effectué plus tard. Je serai vraiment heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Mais je tenais vraiment avant à faire le lien entre d'où je viens, qui je suis et la RH. La professionnelle RH que je suis devenue aujourd'hui qui, je dirais, est basée sur 3 différents piliers professionnels, l'éthique, l'amélioration continue et la rigueur. Voilà un exemple simplifié vraiment et modifié de ce que j'ai présenté lors de mon entretien pour ce VIE et qui a fonctionné. Donc vous voyez que le but c'est vraiment de romancer, de romantiser, je sais pas comment est-ce qu'on dit, qui je suis, moi en tant que personne, donc d'où je viens, le lien entre d'où je suis aujourd'hui en tant que professionnelle, qui est en fait représenté par mes 3 piliers valeurs, et où je veux aller. Donc là c'est en fait représenté plutôt par mon rêve, ce que j'appelle mon rêve, mais pour le coup c'est pas un mensonge, essayer de rester vrai, mais voilà, je sais que des fois il y a des postes où on n'a pas forcément de rêve par rapport à ce poste, mais voilà, c'est en tout cas important d'avoir cette ligne conductrice de d'où je viens, où je suis et où est-ce que je veux aller, et d'avoir vraiment un lien entre les 3. Normalement cette présentation n'est pas très très longue, je pense entre 5 et 10 minutes, mais elle permet vraiment d'ouvrir la discussion sur qui vous êtes plus en profondeur après, et surtout vos skills que vous avez effectués, et c'est aussi très original, ça permet un peu de vous démarquer et au moins le recruteur va se souvenir de vous même si finalement vous n'avez pas le poste. N'hésitez pas à améliorer et à adapter cette présentation, en tout cas la structure de cette présentation en fonction du poste, de l'entreprise, du secteur, du pays, etc. C'est très important et sachez que c'est un outil vraiment très puissant qui, j'espère, pourra vous aider à trouver un VIE. Avant-dernier point, jouer sur les facteurs qui ne sont pas des limites. Je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais je pense que c'est, en tout cas personnellement, très important de le mentionner encore une fois. Essayez de jouer sur ces facteurs qui ne sont pas des facteurs limitants pour vous, ou en tout cas qui sont moins, on va dire, dans votre sens de pondération, qui sont moins importants que le facteur que vous ne voulez absolument pas déroger. Là, ça va se voir
Déjà, ça se sent. Quand une personne n'est pas vraiment intéressée pour le poste ou n'est pas vraiment intéressée pour le pays, ça se ressent. Sincèrement, en tant que recruteur, vous avez beau essayer de faire en sorte, ça se ressent. Donc, ça sert à rien. En fait, vous allez perdre de temps, vous allez perdre de l'énergie finalement pour quelque chose que vous ne voulez pas. Et je le redis, mais en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, vous valez tous quelque chose. Parce que vous passez un entretien, vous avez le droit d'avoir des attentes aussi. Donc s'il vous plaît, ne baissez pas vos standards et soyez clair avec le recruteur s'il y a un point sur lequel voilà, vous n'êtes pas sûr. Il y a une façon de l'apporter, encore une fois, il y a une façon de l'amener. Vous n'allez pas dire oui, ce que vous présentez, c'est nul, mais par contre, vous pouvez dire ok, j'apprécie vraiment ces missions, ça m'intéresse énormément pour mon propre développement, mais aussi de participer sur un poste activement, de pouvoir vous aider à vous développer en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, etc. Par contre, est-ce qu'il serait possible d'envisager peut-être sur la deuxième année du VIE une évolution sur tel ou tel type de poste ou de mission, ou est-ce que vraiment c'est impossible pour vous? Voilà, essayez de poser ça comme ça et puis au moins vous limitez un petit peu la casse si le poste finalement ne vous intéresse pas. Dernier conseil, travaillez votre anglais. Voilà, je sais, c'est le conseil que tout le monde redoute, mais tous les entretiens se font en anglais parce que les managers généralement sont anglophones, ou en tout cas ne parlent pas français. Donc essayez de vous entraîner en amont, essayez d'anticiper les questions qu'on pourrait vous poser, essayez de répondre, de créer déjà vos réponses en anglais, que vous ayez au moins des mots-clés, un vocabulaire qui soit adapté en fonction du poste, des missions, etc. Parce que si vous vous retrouvez sans savoir comment est-ce qu'on dit des termes techniques alors que c'est votre métier, c'est vraiment pas confortable et sans mentir, vous n'obtiendrez pas le poste. Là, j'ai pas trop de conseils si ce n'est préparez-vous le mieux possible, ayez confiance en vous. Et puis, il faut bien se rappeler que l'anglais, n'importe quelle autre langue d'ailleurs, c'est un outil de communication, c'est pas un objectif final. On n'est jamais 100% bilingue dans n'importe quelle langue, à moins que vraiment on ait grandi dans le pays. Et encore, même en français, je connais pas tous les mots du vocabulaire. Le compte, c'est que vous sachiez vous faire comprendre. Donc respirez un grand coup et lancez-vous. C'est parti, postulez maintenant. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de recette miracle pour trouver un VIE. Je suis désolée, j'aurais aimé vous l'apporter sur un plateau d'argent, mais ça n'existe pas. Essayez d'être droit dans vos baskets, d'être aligné avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de vous préparer au mieux aux entretiens, de créer votre personal branding, votre storytelling. Et encore une fois, ça s'applique un petit peu à toutes les recherches d'emploi. Ça risque d'être un chemin long et compliqué, je vais pas vous mentir. Mais persévérez, essayez au mieux d'anticiper les demandes, au mieux d'anticiper aussi ce que vous pouvez vous apporter, travailler, modifier, améliorer, etc. pour justement maximiser vos chances de trouver un VIE. J'espère que ces petits conseils non exhaustifs, attention, et aussi un petit peu personnels pourront vous aider à trouver le VIE de vos rêves. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que mes explications, mes conseils pourront vous aider, vous auront été utiles. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous êtes vous aussi en recherche de VIE, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un autre point plus spécifiquement sur la recherche de VIE. Voilà, en tout cas, je serai heureuse d'essayer d'y répondre. Pensez aussi à liker et à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. Et abonnez-vous parce que je veux créer plus de vidéos de ce type pour justement vous aider à comprendre ce qu'est le VIE et comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai quelques vidéos en tête, il faut maintenant que je les fasse, mais n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui attendent le vlog, ne vous inquiétez pas, il revient la semaine prochaine. Ciao, bisous!